Les débats aujourd'hui avec vous, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et vous êtes également éditorialiste sur RT. On vous retrouve le samedi, c'est ça? Alors non, ce sera demain, le duel des éditos. Ouais. On va débriefer, on va refaire le match Zemmour-Mélenchon. Ouais. Étonnant. Romain Colas, bonjour, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Kevin Bossuet, bonjour, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. J'aurais adoré avoir un prof comme vous, vraiment. Ben moi, une élève comme vous également. Oui, on aurait été formidable. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, évidemment, Zemmour, Zemmour, on en parle, même si on ne veut pas en parler, on en parle, c'est l'actualité, la vie privée de Zemmour. En une de Paris Match, êtes-vous choqué? On vous a posé la question sur le compte Twitter de Sud Radio, on va évidemment y revenir. Est-ce que c'est une photo volée? Est-ce que tout cela a été mis en scène? Est-ce que Éric Zemmour se victimise? On en parlera avec vous. Xavier Bertrand en tête chez les sympathisants LR, bon, c'est moins sexy, je vous l'accorde. Mais accompagné jeune aussi, il y a une grosse différence d'âge aussi. Oui, absolument. Et puis les profs en grève. Vous n'êtes pas en grève encore? Quelques jours seulement après la rentrée, ils sont en grève. Donc on va parler de tout cela. Commençons notre petit tour de table de ce qui a retenu votre attention dans cette actualité extrêmement chargée. Alexis, vous, c'est un coup de gueule? Moi, c'est un coup de gueule sur un fabricant chinois de portables, Xiaomi, je ne sais pas comment on prononce, qui sort un modèle de portable, et les autorités lituaniennes se sont rendues compte que sur ce téléphone portable, smartphone, il y a certains mots-clés qui peuvent être activés à distance et vous empêcher de vous connecter pour, par exemple, aller sur Tibet Libre, aller sur Mouvement Citoyen de 1989, la place Tiananmen, aller sur l'Organisation de Libération de la Palestine, enfin 2-3 mots-clés comme ça qui font que le constructeur a prévu déjà la censure embedded dans le téléphone. Il y a une étude qui est sortie, j'imagine que vous en avez parlé cette semaine, sur l'influence chinoise dans le monde et en Europe et en France particulièrement. On a l'impression qu'on laisse faire le régime chinois comme si tout allait bien. Ils ont une hégémonie quand même sur les terres rares. Ils ont déjà un plan, eux, de prise de pouvoir à la fois sur les infrastructures. Aujourd'hui, toutes les nodes de télécommunications sont made in China. Et si maintenant, en plus, ils arrivent à prendre les parts de marché sur les constructeurs de téléphones, d'ordinateurs, on va avoir un sérieux problème de censure dans les années qui viennent. Romain Colas, vous, c'est un coup de cœur? Oui, plus qu'un coup de cœur, je n'ai pas vraiment de mots pour qualifier la reconnaissance que je peux exprimer à l'égard des 2 fonctionnaires de police qui ont témoigné hier dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 et plus particulièrement du Bataclan, un commissaire de la BAC et un fonctionnaire qui l'accompagnait, qui sont les 2 qui sont entrés les premiers au péril de leur vie sans hésiter dans le Bataclan, qui ont sauvé d'ailleurs, d'après le témoignage qu'ils ont livré hier et qui est retracé dans de nombreux journaux ce matin, ils ont sauvé une vie immédiatement, celle d'un otage qui s'apprêtait à être exécuté. Et puis ils en ont sans doute sauvé des dizaines en fait, parce ils sont les premiers à commencer à mettre fin à l'entreprise terroriste à l'intérieur du Bataclan. Et ce que disait, d'après ce qui est retracé dans les journaux, ce que disait ce commissaire hier, c'est que en entrant, il était persuadé avec celui qui l'accompagnait qu'il n'en ressortirait pas vivant. Et pourtant, il n'a pas hésité. Il y est allé une fois, il y est retourné une seconde fois et encore une 3e fois d'ailleurs, essuyant des tirs contre lesquels il n'était pas protégé parce qu'il est rentré avec une arme de poing et un gilet pare-balles qui n'arrête pas les balles de Kalachnikov. Et j'ai été particulièrement touché par ce qui a été retranscrit de son témoignage hier et par le courage de ces 2 hommes qui ont sans doute sauvé des vies. Et ça nous rappelle ô combien les fonctionnaires de police, et les gendarmes également d'ailleurs, nos forces de l'ordre, sont d'abord là, et c'est bien de le rappeler, pour assurer notre sécurité en mettant leur propre sécurité en danger. Et on en a là une tragique et magnifique illustration. Oui, il faut lire les comptes rendus de ce procès qui sont absolument glaçantes et encore on est effectivement touché. Moi je l'ai été comme vous et je pense que ceux qui sont dans la salle, ça doit être particulièrement éprouvant. Jérôme, vous vouliez dire quelque chose ? Non, c'est vrai, effectivement. Je voulais souligner que ces deux policiers avaient été oubliés, puisque lors des premières commémorations, ils n'avaient pas été invités.
et qui, à un moment, on s'est demandé si leur rôle n'allait pas être occulté. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on souligne leur règle de bravoure, parce que pour la peine, ils n'étaient effectivement pas du tout équipés pour répondre à des attaques de terroristes, et ils étaient vraiment avec un matériel absolument obsolète. Donc ça a été dit. D'ailleurs, depuis, on a équipé autrement les policiers. Stéphane me demande où on peut trouver les comptes rendus. Dans la presse, dans tous les journaux. Ce matin, dans Le Parisien, il y a un compte rendu. Les journalistes qui sont accrédités, qui racontent, Le Monde, Le Figaro, tous racontent ce qui s'est passé. Et Mimine nous demande la marque du téléphone, cher Alexis. Xiaomi. X-A-O-M-I. Xiaomi. D'accord, donc quand on a un téléphone comme celui-là, on se méfie. Apple a essayé par ailleurs de mettre un mouchard également dans ses nouveaux téléphones. Ça a fait un peu tâche pour le constructeur. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance générale au flicage, à la censure dans ces nouvelles technologies qui m'inquiètent, moi. Un petit coup de gueule de ma part, j'en ai déjà fait un cette semaine, qui concerne Christiane Taubira, qui avait dit donc que ce n'était pas une pandémie, mais que c'était une maladie qui accentuait encore, qui était là pour séparer les riches des pauvres, les plus fragiles. Et alors hier, elle a dit carrément que non, elle n'encourageait pas les Guyanais à se vacciner parce qu'elle n'en connaissait pas, elle n'en savait pas assez sur le vaccin. Voilà, donc une femme politique, c'est courageux. C'est assez courageux, voilà. Alors, on va marquer une pause et puis on reviendra avec le coup de cœur de Kevin et le coup de gueule de Rome. À tout de suite. On est avec vous pour le 10h midi. Nous allons évidemment parler de cette une qui fait beaucoup réagir. Éric Zemmour, photographié à son insu. Point d'interrogation. Il est avec sa conseillère en communication, sa proche conseillère. Très proche conseillère. Alors, si vous êtes attentif, lundi, comment s'appelle-t-il, Thierry Guerrier avait évoqué, il avait dit sa compagne est collaboratrice. Et je lui ai dit, mais non, mais de quoi parlez-vous? Et visiblement, il y a des gens qui étaient déjà au courant. Nous allons revenir sur cette une et vous pouvez réagir. Est-ce que vous pensez que c'est un coup monté, que c'est monté par Éric Zemmour? Est-ce qu'on cherche à l'atteindre? Est-ce que lui cherche à se victimiser? Il y a beaucoup de questions. Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, également éditorialiste sur RT. On vous retrouve dans un duel pour commenter l'actualité. Ce sera demain soir sur RT pour commenter le débat Zemmour-Mélenchon. Et aussi les sous-marins. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et co-président d'Opinion de Valais. Donc cette une, on va parler de Xavier Bertrand en tête chez les sympathisants LR et des profs toujours en grève, encore en grève plutôt, à 15 jours de la rentrée. Coup de cœur, Kevin, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc un coup de cœur, pour la proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale, qui a été adoptée en janvier dernier à l'Assemblée nationale et qui est en discussion depuis hier au Sénat. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que les parlementaires se préoccupent de cette question qui est quand même une question centrale. Donc c'est vrai que dans le texte n'est pas parfait. Donc on va voir ce que les sénateurs vont en faire. La Fondation Brigitte Bardot dit que le texte a été vidé de sa substance. Oui, bon après c'est la Fondation Brigitte Bardot. Il y a quand même des choses qui restent. Je pense par exemple l'interdiction de vendre des chiens et des chats en animalerie. Je pense également aux sanctions qui vont être de plus en plus conséquentes contre ceux qui pratiquent la maltraitance animale, ou encore l'interdiction de l'élevage des fourrures. Donc il y a quand même des avancées, parce que concrètement c'est vrai que la maltraitance animale est une pandémie entre guillemets. Je veux dire, tous les ans il y a plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés, dont 60 000 en été. En 2018 il y a eu 9 500 infractions qui ont été enregistrées pour maltraitance animale. Et puis dans le concret, moi je parlais à quelqu'un qui gère une SPA qui me disait qu'elle voit des choses affreuses. Par exemple, un chien qu'on a attaché à un poteau et qu'on a mitraillé à la carabine, qui s'est retrouvé dans tout le corps avec des plombs, ou un chat qu'on a traîné avec un scooter. Enfin, c'est des choses qui sont complètement horribles. Et derrière cette question, il y a aussi la question
question du bien-être animal dans les élevages, du broyage des poussins, de la castration à vif des porcs ou encore de l'expérimentation animale. Moi, je trouve qu'on juge une société civilisée dans sa capacité à bien traiter ou à maltraiter finalement les êtres entre guillemets faibles. Je pense aux malades mentaux, je pense aux handicapés, mais je pense également aux animaux. Donc c'est évidemment une très très bonne chose et j'espère que ça débouchera vers une législation qui va se renforcer et surtout sur la création d'un ministère du bien-être animal. On a vu les chasseurs défiler, on a reçu un défenseur des chasseurs et j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux d'un pigeon avec les pattes collées sur un perchoir pour défiler. Donc ce pauvre pigeon était, pour le coup, maltraité. Juste peut-être une remarque. Quant au ministère du bien-être animal, Kevin, bon, je comprends la prise de position, je comprends l'enthousiasme, mais on ne va peut-être pas multiplier les ministères, peut-être, non ? Je crois que là, si la loi est appliquée, logiquement, il n'y aura pas besoin d'avoir dans le gouvernement quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, mais il y a encore en tout cas spécifiquement. Jérôme Ripoll. Oui, alors moi j'avais un coup de gueule. Bon, il est beaucoup moins essentiel. Peut-être, en tout cas, on a l'impression que les politiques le trouvent pas essentiel. On va cette année dépasser les 2400 milliards, c'est tellement énorme, excusez-moi, 2400 milliards de dettes de la France. C'est-à-dire qu'on va avoir 116% de dette publique sur les épaules des Français. Ce qui est frappant, c'est qu'en 2007, il y a un candidat un Premier ministre à l'époque qui a fait un candidat pas très brillant, qui était en l'occurrence François Fillon, qui déclarait que la France était en faillite. On était à l'époque peu ou prou à 96 ou 90% de pourcent du produit intérieur brut qui représentait la dette. Aujourd'hui, on va être à 116%. C'est-à-dire que on a plus qu'une année de travail de tous les Français, de toutes les entreprises françaises représentées par cette dette. Et si ça n'était là qu'un problème, on n'arrête pas de dépenser. Le budget qui est présenté par Bruno Le Maire a 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, dans lesquelles on ne compte pas les nouveaux engagements, les nouvelles promesses qui vont être faites par Emmanuel Macron sur le revenu d'engagement jeune, qui est entre 1 et 2 milliards d'euros, et toute une série de mesures. Si ça n'était que le gouvernement, et on a aussi une course à l'échalote dans les candidats, on a quand même, alors peut-être pas pour de mauvaises raisons, toujours, mais Valérie Pécresse qui propose 10% d'augmentation des salaires en général. Est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser d'ailleurs aux charges qui pèsent dessus ? On a Anne Hidalgo qui promet de doubler le salaire des professeurs, et on voit que là, c'est vraiment à qui promettra le plus. Alors, il y a un moment où l'argent magique, il va se transformer en impôt facile. Et vraiment, on va payer. Donc, le coup de gueule, c'est de dire stop, il y a un moment où peut-être on pourrait se poser et étudier la rationalité des dépenses et l'efficacité des dépenses publiques. Mais ce n'est pas le cas. Non, mais on l'a évoqué, nous, assez longuement en débat, mais c'est un vrai sujet. C'est sûr, oui. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que cette dette, elle est autorisée, adoubée par la Commission européenne, qui dit de toute façon, vous inquiétez pas, on revoit les règles encore pendant un an. Donc, vous faites campagne, donc continuez de faire campagne avec de la dette. Et après, par contre, c'est un plan d'austérité qui se profile. Ça, on n'en parle pas. Je viens de voir que Anne Hidalgo s'était fait retirer son permis de conduire, dites donc. Faux. Ah, c'est faux ? C'est une fake news. Alors c'est intéressant, Valérie, que vous disiez ça, parce que ça fait l'objet d'un écho ce matin. Ça a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un article du Parisien, du 1er avril 2000. Comme quoi, il faut toujours vérifier ces informations. Voilà. Je vous rassure, Anne Hidalgo ne conduit pas, elle a un chauffeur. Absolument. Alors, je voulais vous faire écouter Marion Cotillard, c'était il y a 2 jours. Je vous la fais écouter parce que ça a un lien avec notre sujet sur Éric Zemmour, un tweetos qui dit Éric Zemmour, le chantre de la famille traditionnelle qui raille les 24 ans d'écart du couple Macron et qu'on retrouve avec sa maîtresse de 35 ans, sa cadette. C'est un peu comme Marion Cotillard, l'anticapitaliste qui est l'égérie de Chanel et qui passe ses vacances sur des yachts. Écoutez ce qu'elle disait il y a 2 jours chez Anne-Elisabeth Lemoine. À un moment donné, regarder ce monde et se dire qu'il y a autre chose que ce système commercial dans lequel on est et qui nous tue en fait, parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir que ça va bien.
Voilà, ce monde commercial qui nous tue. On rappelle quand même qu'elle est l'égérie de plusieurs marques de luxe. Donc, le côté faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Les vacances en yacht, c'est sûr. Puis le cinéma, c'est quand même aussi un lieu commercial, hein, donc par excellence. Bah oui. Bon, c'est les contradictions. Bon. Donc voilà, la vie privée d'Éric Zemmour, on en parle. Est-ce que c'est intéressant d'en parler? C'est la une de Paris Match. On le voit pour ceux qui auraient échappé, qui vivraient dans une grotte et qui n'auraient pas vu cette une. On le voit à la une dans l'eau, dans une position un petit peu proche, on va le dire, de sa collaboratrice. Protecteur même, on pourrait dire. De 27 ans, qui est sa conseillère de campagne apparemment. Alors, plusieurs choses. Moi, je trouve que c'est une entrée en campagne fracassante parce qu'il fait la une de Paris Match en maillot de bain. Il n'y a que les présidents qui font ça quasiment. Donc, il se présidentialise par ce biais-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il sort son affaire du placard. Si jamais ça devait sortir, c'est fait. Aussi. Là, il dit tout de suite, oui, j'ai une maîtresse, oui, c'est ma conseillère, et oui, je vous emmerde. Donc, c'est tout bénef pour lui. Et en plus, il se pose en victime en disant, ouh, regardez les méchants Paris Match, ils me prennent de loin avec un photo-objectif énorme, alors que le photographe de Paris Match était avec lui tous les mètres de sa tournée à Nice et à Toulon, et que Paris Match, il faut rappeler quand même que c'est monsieur Gattegno qui est le rédac-chef du JDD et de Paris Match, et il n'est pas là pour faire du journalisme d'enquête ou sortir des grosses coupes, et surtout, il ne ferait pas de mal à l'Empire Bolloré, la main qu'il nourrit, ou l'Empire Lagardère, parce que le Bolloré est en train de mettre la main sur Lagardère. Lagardère, c'est ça pas reste tout à la fait même chose. Je crois que l'entente entre les actionnaires fait qu'on sort pas ça. Moi, ce que j'y vois, vous pensez quoi? Parce qu'il y a des gens qui... Donc son avocat, Maître Pardo, a annoncé qu'il porterait plainte. Il ne peut pas faire autrement vis-à-vis de sa femme. Mais bien sûr, non, mais sa femme est sans doute au courant. Le fait est qu'il sort l'affaire avant qu'elle ne sorte et qu'il se présidentialise en étant en maillot de bain sur la une de Match. Et une fois encore, il n'y a que les présidents qui sont en maillot de bain sur la une de Match. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, la une est d'ailleurs intéressante parce qu'il y a tout en haut de la une, il y a James Bond et en dessus Éric Zemmour avec cette photo. Il y a bien entendu aucun rapport entre les deux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexis. À l'évidence, il y a entre guillemets un coup monté avec une entrée en campagne qui est vraiment fracassante de sa part, ça c'est clair, parce qu'avoir la une de Paris Match, c'est très très fort. Juste la veille de son débat avec Mélenchon, alors là et d'autre part, il a dû prendre conscience effectivement, et moi c'est selon moi ce qui accrédite qu'il va aller plus loin. Il a dû prendre conscience que c'était un caillou dans sa chaussure, cette histoire, parce que le storytelling qu'Éric Zemmour faisait jusqu'à présent, c'est je suis avec ma compagne depuis des années. Le prénom d'ailleurs de sa compagne est connu, de sa femme officielle est connu de tous. Il a 3 enfants, c'est sa femme. Il a 3 enfants, exactement. Il est marié. Beaucoup la connaissent. Et donc là, on voit cette histoire qui sort. Donc à l'évidence, il a essayé de désamorcer une petite bombinette. Et puis après tout, il y a des précédents de vie parallèle dans la vie publique française, avec le plus éminent qui était celui de François Mitterrand. Donc je veux dire, va-t-il être jugé à partir de ça? Je pense qu'il y a peu de risques pour lui et que d'une certaine manière, c'est pas un mauvais coup. Et après, il proteste pour la forme. Oui. Joël Sylvie nous dit, ce n'est pas parce que le journaliste suit votre journée que vous êtes en droit de vous croire tout permis. Mais ce cachez pas. Sylvie, le journaliste qui était à ses côtés, qu'on voit sur une photo, est un célèbre paparazzi. Vous êtes sur une plage publique. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des photos avec lui. Donc, il ne s'est pas caché. Il n'a pas été pris dans un spa ou dans un endroit privé. Il était sur une plage et on peut s'attendre à être photographié. Enfin, on fait attention quand on a une maîtresse ou un amant et qu'on n'a pas envie d'être découvert. Kevin, vous en pensez quoi après, moi, je pense que c'est tout bénef, en effet, pour Éric Zemmour, parce qu'on crée une histoire autour de lui. C'est vrai que l'intellectuel des plateaux de télévision qui, finalement, a une aventure avec une jeune femme très intelligente, très diplômée de 35 ans, forcément, ça crée un peu d'enthousiasme. 28 ans, donc ça crée forcément de l'enthousiasme. En plus, ça le victimise, parce qu'évidemment, ses soutiens disent qu'Éric Zemmour, finalement, est victime d'une cabale médiatico-politique. On a en arrière-plan l'affaire François Fillon, et puis ça le virilise aussi. On a quand même un électorat qui est très attaché à la virilité. Donc tout ça est évidemment très bénéfique. Alors après, moi, ça me gêne quand même ce genre de une, parce que ce sont quand même des journalistes qui ont sorti ça. J'ai pas envie que la campagne présidentielle qui arrive se transforme en campagne de caniveau. Moi, j'en ai rien à faire si tel ou tel candidat
couche avec telle ou telle personne, ce n'est pas mes oignons. Les Français ont des vrais problèmes aujourd'hui, ils attendent des réponses sur l'immigration, sur l'assimilation, sur l'insécurité, sur le chômage, sur l'éducation, etc. Et on n'attend pas à voir en effet des unes qui sont pour moi quand même un petit peu dégradantes. Donc essayez de ne pas tomber dans l'hystérie. C'est une vraie question, Kevin, parce que en clair, il faut quand même regarder l'histoire. Qu'est-ce qu'on a reproché aux journalistes pendant des années? C'est d'avoir gardé le silence sur l'affaire Mitterrand. Et donc d'avoir su qu'il y avait une double vie de François Mitterrand, qu'il avait assumé, qui était connu du tout Paris, et que les Français ne savaient pas. Et d'ailleurs qu'il a révélé lui-même par les mêmes procédés par Paris Match, rappelez-vous. Donc la question de la vie privée, la question de la vie privée, deux poids deux mesures. Parce que si vous prenez, attendez, je voudrais qu'on entende aussi Romain Colas, qu'on n'a pas entendu, puis vous pourrez réagir. Sur la vie privée, Romain. Écoutez, la vie privée de Zemmour, comme d'ailleurs de toutes celles et tous ceux qui exercent des responsabilités publiques ou qui prétendent en exercer, je m'en moque totalement. Non, vous ne pouvez pas vous en moquer. Vous ne pouvez pas vous moquer du fait que Mitterrand ait eu une double vie avec une famille qui l'entretenait. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses qui pèsent. Quand on est Éric Zemmour. Si ça fait l'objet de dépenses publiques, c'est un sujet qui nous intéresse toutes et tous. Voilà, je ne crois pas que ce soit le cas en l'occurrence de M. Zemmour. Donc vraiment, il peut utiliser ses frais de campagne pour aller en vacances avec elle, le conseil. Franchement. Non, mais après c'est sur le discours. C'est-à-dire sur la famille. Il part en Hongrie, je le rappelle, voir Viktor Orban. J'y viens. Sa vie privée, très franchement, je m'en moque éperdument. Comme d'ailleurs de la vie privée la seule qui m'intéresse en vrai, c'est la mienne et celle de ceux avec qui je la partage éventuellement, mais je suis vraiment pas passionné par ça. En revanche, ce que montre ce coup, parce que je partage ce qui a pu être dit par les uns et les autres, personne n'est dupe, et Alexis a très bien démontré toute la sphère, groupe Lagardère, qui est impliqué dans ce que je peux qualifier de coup de com'. Mais ça nous montre quoi? Parce que c'est ça le fond de l'affaire. C'est que Zemmour est un formidable faux cul. Pardon de le dire aussi bien que je le pense, mais il se moque de nous, il se moque des Français. Il va sans doute être candidat à l'élection présidentielle. Et pardonnez-moi, mais il se fout de nous, mais éperdument. Il se fout de nous au travers de ce coup, parce qu'il est en train d'expliquer que c'est un scandale, alors que très franchement, tout indique que c'est effectivement déminer, c'est effectivement se viriliser. Enfin, je partage tout ce qui a été dit. De la même façon qu'il s'est moqué de nous quand il a faim de ne pas comprendre ce qu'avait décidé le CSA, qui a demandé qu'on compte son temps de parole. Et attendez, moi j'hésite, etc. Vous savez, je suis dans mon bureau de maire, dans ma commune de Boussy-Saint-Antoine, et là, le document, on est en radio, que j'ai sous les yeux, c'est la demande de parrainage qui m'a été envoyée. Alors évidemment, vous comprendrez bien que je ne parrainerai pas Éric Zemmour, mais enfin, il se fout de nous, quoi. Voilà, donc ça y est, Romain, ce personnage qui sait s'exprimer dans les médias, qui sait mener des stratégies de communication, se moque de nous, et il est dans un récit depuis le départ, dans une posture victimaire, et il se fout de nous. Voilà. Zemmour est un faux cul. Vous venez de dire qu'en fait vous avez reçu de la part de Zemmour ou de ses équipes une demande de parrainage. Ça, c'est un scoop. Ça. Bien sûr, mais c'est un scoop sur la nullité des équipes qui vous sollicitent. Parce que bon, vu votre track record et vos fonctions, c'est quand même un petit peu étonnant. Et donc c'est pas un fait. Je suis pas le seul. J'ai beaucoup de collègues qui ont été sollicités. Non, mais c'est la quête des signatures est lancée. Oui, mais est-ce que vous faites partie de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour? Vous envoyez à Romain Colas, qui est l'étiquette socialiste. Il y a un problème là. Alors je ne sais pas s'ils ont des bases de données à jour, et je ne sais pas comment ils ont géré leur envoi, mais ils envoient là. Je pense que l'idée c'est d'en avoir 500. Donc à mon avis, ça veut dire qu'il y a les moyens de mettre autant de timbres pour tout le monde. Mais non, sur le fait que Zemmour soit un mirage et encore une fraude, de plus, on voit que c'est Saint-Germain qui se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que ce candidat qui se voudrait populiste, etc., il est là pour s'amuser. Le pouvoir, c'est le dernier truc pour préparer un égo malade.
Et donc on en arrive là, c'est scandaleux. Et je crois que la présidentielle, c'est vraiment ce qui révèle ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on est très loin d'un débat d'idées, on est très loin d'un débat démocratique, on est dans de la mise en scène perpétuelle d'ego malade. C'était le cas en 2017, c'était le cas avant. Il y en a marre en fait. Je crois que la République mérite mieux que ça. Et ça pose la question des institutions. C'est beaucoup plus large que le slip de bain de Zemmour. 0826 300, à tout de suite. Appelez-nous 0826 300 si vous voulez réagir. Est-ce que vous allez acheter Paris Match? Est-ce que les ventes seront bonnes? Est-ce que c'est digne de Paris Match? J'ai discuté avec d'anciens rédacteurs en chef qui étaient un peu sidérés quand même de voir cette une qu'ils trouvaient relativement indigne. Est-ce qu'il y a une information? C'est un peu la question que posait tout à l'heure Romain Colas. Il y a une info, c'est que Zemmour se fout de la gueule du monde. Il y a une info. Une info. Moi, tu peux pas aller parler de la famille chez Orban d'un côté et de l'autre côté t'afficher gentiment parce que je pense pas que Zemmour se fiche la gueule du monde. Par contre, il se fiche du petit milieu parisien, du petit milieu médiatico-politique et surtout de cette gauche morale évidemment qui va lui tomber dessus. Et plus la gauche morale lui tombe dessus, et plus finalement il monte au sein de l'électorat de droite et des sympathisants de droite. La vérité, c'est que oui, il a sans doute des aventures extra-conjugales, j'en sais rien. C'est ce qu'on en déduit avec cette photo, mais on va pas non plus regarder chez chacun d'entre nous. Enfin, tous les hommes politiques ont ces aventures-là. À un moment donné, il faut arrêter de taper sur Éric Zemmour quand ça lui arrive et de cacher quand ça arrive à quelqu'un d'autre, ces gens qui appartiennent à cette gauche morale. Et moi, je vois pas la contradiction entre d'un côté, finalement, défendre les valeurs traditionnelles de Viktor Orban et de l'autre, d'avoir des aventures extra-conjugales. Il y a des homosexuels, par exemple, qui défendent la politique de Viktor Orban. Ils voient pas ça comme étant une contradiction majeure. Dont un député européen qui s'est fait prendre en pleine partouze. Bon, c'était compliqué pour lui. Mais non, je m'en fous. C'est pas la morale. C'est pas tant la morale que le fait que ça reste le petit milieu germano-pratin qui se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que c'est des coups d'édition, c'est de la pub. Et là, je vais jouer à être candidat à la présidentielle avec les mêmes. On retrouve une énarque de 27 ans qui avait monté une petite entreprise d'algorithmes de livres, Alexandre et Aristote, et tout de suite, elle avait trouvé des financements. Enfin, c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que galérer dans ce pays. Pour eux, tout a été facile d'une certaine façon et ça le reste. Et on a des grandes idées de ce que c'est que la France. Et on a des grandes idées qu'il faudrait pas s'appeler Mohamed pour être français, etc. C'est ça le foutage de gueule. Je m'en fous. Il fait ce qu'il veut avec son slip et il va à la mer avec sa maîtresse. Aucun problème. Par contre, avoir une idée de la France et dire c'est ça, ma grande idée, quand on n'a jamais dépassé Saint-Germain, qu'on a un garde du corps et qu'on est obnubilé par un islam particulier, c'est assez limité. Alors attends, on va laisser Jérôme Ripoul et... Alexis, rien ne nous permet de dire qu'il porte un slip de bain. Il était à poil. était à hauteur de torse. Donc, mais blague à part, je suis assez en phase avec votre analyse parce que je crois malgré tout que la problématique de Zemmour, c'est qu'il fait un coup dans un milieu qu'il connaît très très bien, milieu médiatique et parisien qu'il fréquente depuis des années, et que d'une certaine manière, ce qui se joue, mais je n'irai pas jusqu'à conclure que il ne connaît pas la France. Ce qui se joue, c'est sa capacité à adhérer sur le terrain. Et ça, attention, parce que malgré tout, Zemmour peut arriver sur le terrain, et on le voit à Nice et on le voit ailleurs, à avoir une adhésion avec et ne pas apparaître comme le candidat d'une certaine frange élite avec c'est là où la fraude. Les énarques qui conduisent sa campagne. Donc oui, c'est là où est la fraude peut-être effectivement, mais il peut arriver et je pense qu'il devient vraiment dangereux dans le jeu démocratique, et en cela, je fais un petit peu le lien avec ce soir, en cela, il est évident que Mélenchon, lui on va en parler. On va en parler. Alors, pardon, Kevin, mais moi, j'entends la discussion là. Je veux dire, si on veut renforcer Éric Zemmour, faut faire comme ça. Faut parler de fraude, faut parler. Voilà, à un moment donné, on est en train de le diaboliser, mais c'est justement cette diabolisation qui fait qu'Éric Zemmour, mais si vous le diabolisez, puis d'un autre côté, on le victimise, et puis lui, il est finalement tout content. Moi, je suis désolé, j'aime pas ce que Éric Zemmour a dit sur le maréchal Pétain. Je n'aime pas sa conception des femmes. Je n'aime pas sa conception de l'homosexualité. Je n'aime pas, en effet, tout ce qu'il raconte sur les prénoms, etc. Mais il parle aux gens sur l'immigration, sur l'assimilation, sur l'insécurité. Il dit des choses qui parlent aux gens. Et regardez dans les sondages, il prend autant chez les bourgeois que chez les milieux populaires, là où Xavier Bertrand n'arrive pas à séduire les milieux populaires. Donc on a beau mépriser finalement cet homme, mais ça dit quelque chose de notre époque, ça dit quelque chose de nos élites politiques. Et si Éric Zemmour existe, c'est finalement parce que nos élites politiques n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est peut-être ça, elle, qu'il faut s'en prendre. Oui, alors Romain Colas.
Non, mais très franchement, j'ai pas eu le sentiment que, à ce micro ce matin, quelqu'un ait tenté de diaboliser Éric Zemmour. Non. On est juste en train d'essayer d'analyser une stratégie qui est déployée sciemment par un homme qui a des ambitions politiques. Voilà. Je ne le diabolise pas. Alors lui, il dit que non. À partir du moment où cet homme prétend participer du débat public, on est quand même en situation, sans le diaboliser, de dire ce qu'on pense de ce qu'il peut proposer. Et d'ailleurs, en dehors de ces obsessions permanentes, dont je ne considère pas qu'elles ne sont pas des sujets, hein, attention, Zemmour pointe des sujets qui taraudent la société française. Il apporte, à mon sens, de mauvaises solutions, mais il pointe des sujets qui taraudent la société française. Mais enfin, il a un secteur de prise de parole et de prise de position bien particulier. Je suis tombé sur un extrait, et là, je ne le diabolise pas, je parle du potentiel candidat Zemmour qui cherche des parrainages auprès de maires. Il était interrogé par Laurence Ferrari l'autre jour. Sur d'autres sujets que son couloir habituel, sur l'islam, les prénoms, etc. Excusez-moi, mais il n'a rien à dire sur l'économie, rien à dire sur son ambition en termes de justice, par exemple. Je veux dire, voilà. Et donc, il rentre dans le débat. Moi, je ne le diabolise pas, mais nous ne sommes pas dupes, personne n'est dupe de la stratégie médiatique de communication d'un homme qui est en campagne. On verra ce soir. On va dire quelques mots sur ce débat. On y revient dans un instant. Petite pause de pub. Nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons d'Éric Zemmour. Et oui, quoi d'autre? C'est le sujet du jour avec cette une de Paris Match. On va parler évidemment du débat également ce soir entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon avec cette une de Libération qui là aussi, donne des leçons. Avec qui peut-on débattre avec Zemmour quand on est pour la liberté d'expression? Oui, on peut débattre avec Zemmour. C'est pire, la une, c'est peut-on débattre avec n'importe qui? Avec n'importe qui, absolument. Oui, absolument. On a un auditeur en ligne avec nous, c'est Laurent. Bonjour Laurent, vous nous appelez de Montpellier. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Voilà. Vous pouvez même débattre avec moi, oui. Avec n'importe qui. Voilà. On peut débattre avec vous. Alors vous en pensez quoi de cette une de Paris Match? Vous l'avez vue? Non, je n'ai pas vu la une de Paris Match, mais je peux donner un avis sur Zemmour, qui est un personnage intéressant et qui a un bon savoir historique sur l'histoire de France quand même, ça on ne peut pas le nier. Et je pense que comme candidat, s'il devenait candidat, il est un peu nerveux et trop honnête intellectuellement. Voilà. Donc ce n'est pas bon pour être politicien et président, il faut être un peu moins honnête. Un peu plus menteur, quoi. Voilà, c'est ça. Mais vous voteriez pour lui? Oui, pour manifester. Oui, je pourrais voter pour lui absolument pour manifester un mécontentement justement de la malhonnêteté de certains. Bon, s'ils nous disent on peut faire ça, alors faites-le, sinon ne le dites pas au départ, quoi. Voilà, d'accord. Mais en même temps, vous pensez qu'il peut pas être président, mais vous voteriez pour lui pour protester. Exactement. D'accord, mais je pense exactement. Que oui. Mais il manque il faut quand même quelqu'un qui présente aussi à l'international. C'est le rôle du président. Alors je dis pas qu'il présente pas bien, mais bon, il est un peu nerveux, donc il faut être un peu plus rond, quoi. Un peu plus rond. Merci Laurent d'être intervenu. Il y a une journaliste qui visiblement l'aime beaucoup et qui dit on le disait inquiétant, on le découvre tendre, on le disait misogyne. On le voit séduit. J'ai lu ça. On le voit séduit par l'intelligence d'une femme. On lui disait rance et le voilà radieux. Comment Paris Match a sex-symbolisé Éric Zemmour en une couve. Qui dit ça? Qui écrit ça? C'est une journaliste qui s'appelle Julie Graziani. Vous savez, c'était fait virer d'LCI pour avoir. Je pense qu'elle a envie. Elle a besoin de médias actuellement. Voilà. Donc voilà, je suis tombée là-dessus. Voilà. Donc c'est l'équipe de com d'Éric Zemmour recrute. Moi, j'aimerais qu'on arrête la pipolisation. Et j'espère que le débat de ce soir, justement, Mélenchon-Zemmour, va éviter de tomber dans ce piège-là et qu'on va parler d'idées, qu'on va parler d'histoire, qu'on va parler d'histoire politique, des idées politiques. C'est ça qui manque. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il voulait l'emmener sur le terrain de l'écologie. Mais j'espère que ce sera un débat de bonne tenue et honnête et surtout intellectuel. Parce que cette bêtise, cette crasse, cette pipolisation permanente, qui n'est pas neuve, mais qui est vraiment maintenant, qui est devenue une caricature, ça m'insupporte en fait. Et quand je dis qu'il y a un vrai malaise dans la démocratie, il est là. Il n'est pas temps qu'il y ait autant d'abstention. C'est qu'à la fin, on se désintéresse du débat public parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a que de la com politique, de la censure, du buzz. Mais c'est ce qui intéresse les gens aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il est temps peut-être de revenir à autre chose. Et si la candidature de Zemmour, si les candidats peuvent aller là-dessus, tant mieux. C'est ce qu'essaye de
de faire Mélenchon à sa façon aussi, de parler d'idées, de parler de thèmes. Donc si ces deux-là arrivent à changer et à éviter qu'on tombe dans une campagne people où ma marque de lessive lave plus que la vôtre et puis j'ai mis plus de budget marketing sur ce nouveau produit fantastique, c'est pas ça. On n'élit pas une personnalité à la tête de la République, on élit vraiment, profondément, je pense que le mal, il est là. À la fois dans la surprésidentialisation de la 5e, le fait qu'on soit passé au quinquennat et le fait qu'il n'y ait plus personne qui soit un homme d'État aujourd'hui ou une femme d'État. Oui, moi je n'aime pas l'idée que ce seraient les journalistes finalement qui auraient fabriqué le phénomène Zemmour. Ce ne sont pas les journalistes, c'est la réalité qui a fabriqué finalement le phénomène Zemmour. Et Éric Zemmour a trouvé une niche, c'est-à-dire il s'est engouffré dans cette élite politico-médiatique bien pensante et il a décidé finalement de dire ce que le peuple voyait, de dire ce que le peuple ressentait sans filtre. Et c'est ça qui a fait son succès. Et si aujourd'hui il a un appui aussi important dans les milieux populaires, c'est que les milieux populaires se reconnaissent en lui. Alors évidemment, il y a peut-être un manque de présidentialité. Voilà. Mais en fait, tout l'enjeu, ça va être pour lui, ça va être finalement de dépasser Xavier Bertrand, voire de talonner Marine Le Pen et de dépasser Marine Le Pen. Si Éric Zemmour arrive à faire ça, peut-être qu'une partie de la droite et une partie de la droite se rangeront derrière lui. Et c'est cela qui vise. Et je pense que quand on voit les évolutions sondagières, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est grotesque. Donc on va voir comment va se dérouler la campagne et surtout, on va voir comment les élites vont se comporter vis-à-vis d'Éric Zemmour. Plus je les entends, plus finalement les gens ont envie de le soutenir et on oublie que parfois il a eu des propos un peu tendancieux sur l'homosexualité, sur les femmes, sur le rôle de Pétain pendant la guerre. Il faut rappeler qu'il a été condamné 2 fois. Une fois pour dire qu'un employeur pouvait refuser d'embaucher des Noirs et des Arabes. La deuxième fois pour dire que tous les musulmans, sans le dire, soutenaient les djihadistes à peu près. Et qu'il y a un procès qui arrive dans les semaines qui viennent pour dire que tous les mineurs migrants non accompagnés sont des violeurs et des voleurs. Donc quand même, c'est aussi ça Éric Zemmour. Il faut le rappeler à chaque fois. C'est cette xénophobie rance qui est affichée. Il y a aussi ça. Donc le problème, il est là, qu'on ne le rappelle pas assez, que Zemmour a été multicondamné pour des propos incitation à la haine. Et relaxé la semaine dernière. Relaxé sur la djellaba comme uniforme d'armée d'occupation. Donc on peut en dire des choses dans ce pays. La liberté d'expression, elle est large. Mais le fait est qu'il a été condamné tout de même. Et qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, oui, LR, ils sont gênés. Quand on parle de grand remplacement, ils sont gênés. Parce que, est-ce que c'est une théorie qui existe? Est-ce que comment on se positionne? Parce que derrière le vote populaire, tout le monde essaye de l'avoir, le vote populaire. Et le débat de ce soir, il est là-dessus. Est-ce que Zemmour et Mélenchon peuvent débloquer le vote populaire et faire voter les gens qui ne votent plus? Alors, on a un auditeur, Bernard, qui nous appelle de Pau. Bonjour Bernard. Oui, bonjour, l'expert, bonjour, et merci pour me recevoir à votre émission. Et puis bonjour aux invités ainsi qu'aux auditeurs. Oui. Et bonjour. Je ne suis pas de Pau, désolé, je suis à la frontière espagnole, je suis à Font-Romeu. Ah d'accord, pardon, on m'avait dit Pau, je n'avais pas compris. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, oriental. Il neige pas encore, rassurez-nous. Oui, pardon. Il neige pas encore, parce que vous avez des belles stations, Font-Romeu. Écoutez, détrompez-vous, on a été saupoudrés de Chantilly, là, avec le mauvais temps. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'Éric Zemmour? Moi, je dis que Zemmour, il trace dans une veine depuis longtemps, il bétonne ses arguments, et, il peut étayer tout ça avec son histoire. Il est quand même bien formé en histoire, et pas que l'histoire de France. Voilà, et on le compare avec un Xavier Bertrand qui, pour moi, est une copie de l'original, qui est sans épaisseur. Et ce sont des gens qui reprennent justement les idées qui marchent et qui reprennent des concepts à Zemmour. Voilà un peu ce que je pense. Ouais. Voilà. Ouais. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec cet auditeur. Moi, Xavier Bertrand me fait quand même beaucoup rire. Je veux dire, il a quitté les Républicains parce qu'il trouvait Laurent Wauquiez trop à droite. Sauf qu'aujourd'hui, il tient un discours qui est vraiment beaucoup trop à droite par rapport au discours que tenait Laurent Wauquiez à l'époque. Quand j'entends Valérie Pécresse nous parler de guerre de civilisation alors qu'elle trouvait également que Laurent Wauquiez était trop à droite. Donc on voit bien qu'il y a une droitisation de la société, que les Républicains n'arrivent pas à se positionner parce qu'ils voient bien que ce qu'ils pensent intrinsèquement ne correspond pas à ce que les gens pensent et ils sont quand même bien embêtés. Et si Éric Zemmour peut en effet réveiller ces républicains en effet qui ont pendant des années tapiné sur le trottoir de la gauche bien pensante, moi je dis vive Éric Zemmour.
Alors, c'est une démonstration brillante parce que c'est vraiment cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que Zemmour permet de décaler encore plus à droite le débat public. Ça c'est clair. En étant totalement décomplexé. On est la droite décomplexée, avec Zemmour on a l'extrême droite décomplexée. Mais est-ce que... Est-ce que malgré tout, on a l'impression que le phénomène Zemmour est un phénomène nouveau? Pour moi, il n'y a absolument rien de nouveau. C'est le positionnement de Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans de cela, c'est-à-dire une thématique qui est complètement occultée par les politiques français en règle générale, c'est-à-dire la problématique d'intégration, que lui traduit par le grand remplacement. D'ailleurs, remarquez bien une chose, il ne fait que reprendre des thèmes qu'il n'a jamais forgés. Le grand remplacement, c'est Renaud Camus, le choc des civilisations, c'est Huntington, donc il fait son miel de tout ça, il reprend une position de Jean-Marie Le Pen, mais en lui donnant une vraie texture et un vrai fond historique, c'est-à-dire en clair, lui, ce qu'il décrit, c'est il relie tout ça à l'histoire de France. Ce que ne faisait pas Jean-Marie Le Pen. Mais après, sa capacité à aller au-delà de cet électorat et à porter un vote protestataire, ce que nous disait l'auditeur de Montpellier, j'y crois pas. Hein. Je vois pas aujourd'hui Éric Zemmour. Je le vois bousculer le jeu politique traditionnel, mais je ne le vois pas être en position de se présenter, d'être présent au deuxième tour. Romain, alors vous qui êtes politique, comment vous le percevez effectivement ça? Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. Zemmour, en fait, reprend une tradition politique en France qui est celle de l'extrême droite assumée, revendiquée, qu'incarnait autrefois Jean-Marie Le Pen. C'est Le Pen passé par Hippocagne, d'une certaine façon, Zemmour. Très bien vu. Après, il est lettré, le garçon, c'est vrai. Il a une connaissance de l'histoire de France, c'est indéniable. Après, il en fait une lecture qui est quand même très particulière. Hein. Mais il y a autre chose. Zemmour a quand même été capable de nous expliquer la semaine dernière qu'il était normal que les fonctionnaires de l'État français aient suivi les consignes de Vichy, parce que si tout le monde se met du jour au lendemain à plus respecter les consignes, c'est la chienlit. Comme si Jean Moulin, qui était un préfet de la République, qui a été un grand résistant, qui était socialiste d'ailleurs, je le dis au passage, mais ça n'est pas essentiel à ce moment-là. Ça veut dire que Jean Moulin était un irresponsable d'une certaine façon, favorable à la chienlit. Enfin, je veux dire, voilà, Zemmour a sa lecture de l'histoire. En revanche, il s'inscrit dans une tradition politique française qui est celle de l'extrême droite. Il a un vocabulaire, il est lettré, mais c'est un homme d'extrême droite. Et ce à quoi on assiste, et c'est là que j'ai une nuance avec Kevin, deux nuances avec Kevin Bossuet. Il n'y a pas une droitisation de la société, il y a un raidissement très fort de la droite. C'est-à-dire qu'on a un électorat de droite aujourd'hui, les gens qui sont de sensibilité de droite, qui se raidissent. Et on voit les Républicains, effectivement, qui courent après un électorat qui s'est durci. Et puis, s'il vous plaît, arrêtons, et je le dis à Kevin, avec cette histoire de la gauche morale, c'est son truc, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, moi, je suis de gauche et j'espère avoir de la morale, mais je ne prends pas ça comme étant un problème. Mais parler d'élite politico-médiatique qui se dresserait, qui dresserait un mur contre Zemmour, enfin arrêtons. Regardez la une de Libé. Regardez la une de Libé. Il a eu pignon et micro qui s'offraient à lui pendant des années et des années. Ça continue. Il y a des médias qui sont les représentants assumés dans ce pays d'une ligne extrêmement droitière. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, ça devient un problème parce qu'on est aujourd'hui capable de dire tout et n'importe quoi. Donc vous voudriez de la censure? Donc vous voudriez de la censure? Non, je veux pas de censure. Je veux pas de censure, mais je vais vous dire, il y a entre la. Alors, je vais être la gauche morale. Ça va faire plaisir à Kevin. Je pense que par exemple, il y a encore 5, 6, 10 ans de cela, la une. J'aurais pu en faire un coup de gueule d'ailleurs. La une de Causeur avec des bébés, vous savez, c'est plus fragile, des bébés utilisés pour dénoncer le pseudo grand remplacement. Il y a quelques années de ça, et là il ne s'agit pas de censure. Il y avait, si vous voulez, il y avait des limites qu'on ne franchissait pas dans le débat public. Alors, d'où selon... c'est pas de la censure. Je trouve que la vigilance de la société est en train de s'éroder et qu'on s'habitue de plus en plus à un discours
qui est contraire aux valeurs de la République. Cette une de Causeur, alors selon d'où on parle, on a le droit de la faire ou non. C'est Fatia Aga Boudjelat qui a tweeté, selon qu'on est woke ou pas, on a le droit de le faire. Le National Geographic, plutôt bien pensant, plutôt à gauche, etc., a mis en une les Européens de demain. Qu'est-ce qu'on avait? On avait une femme voilée, on avait un Africain, on avait la même palette, sauf que ce n'étaient pas des enfants, on avait la même palette de personnalités, et là, ça ne choque personne. Et ce à quoi fait référence Causeur, est-ce que le National Geographic, moi j'ai pas lu le papier du National Geographic, mais est-ce qu'il visait à accréditer cette théorie du grand remplacement? Oui, puisque les Européens, puisque la photo qui était présentée disait les Européens de demain seront africains, viendront de l'Afrique subsaharienne et du nord de l'Afrique, viendront d'Asie, etc. Et parlait d'une immigration qui allait changer la face de l'Europe. Donc comme les immigrations depuis que l'humanité existe, ce sont les migrations qui de toute façon, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Cette histoire. Oui, mais il n'y avait pas un blanc. Je crois même qu'on vient tous en vrai d'Afrique. Oui, mais il n'y avait pas un seul blanc sur la une du Nouvel Obs. Du National Geographic. Donc, et la une de Causeur, elle fait référence à une enquête, sérieuse. Donc après, l'illustration peut choquer, sauf que effectivement, qui est l'émetteur. Conclusion de nos débats. Éric Zemmour a réussi son coup et ce soir il part avec un temps d'avance. Ça c'est l'évidence. C'est l'outsider qui réussit. On se retrouve dans un petit instant. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de Xavier Bertrand qui arrive en tête chez les sympathisants. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Romain Collas, Alexis Poulain, Kevin Bossuet et Jérôme Ripoul. On va quand même parler un petit peu d'autre chose. Xavier Bertrand en tête chez les sympathisants LR. Courte tête, il est à 71% des électeurs de droite qui le jugent capable de battre Emmanuel Macron, contre 56% pour Valérie Pécresse et 38% pour Michel Barnier. Sur les thèmes qui sont jugés prioritaires, il est en tête également pour agir pour la sécurité et contre le terrorisme, 39% sur la délinquance, 36% pour lutter contre l'immigration clandestine. Visiblement, il semble séduire les électeurs LR, et vous le disiez, il a quitté LR, Kevin. Oui, c'est ça, il a quitté LR, mais vous savez, moi ce qui me tue vraiment, c'est que la tradition de la droite républicaine, c'est quand même la tradition de l'homme présidentiel, et là les républicains en sont à faire une enquête pour savoir quel candidat ils doivent choisir. Donc on voit bien que la droite républicaine est en train de complètement se déliter. En plus, moi Xavier Bertrand, je n'ai foncièrement rien contre lui, mais on voit bien qu'il prend dans une partie de l'électorat qui est l'électorat âgé. Chez les jeunes, il ne prend pas du tout. Enfin, il y avait une enquête qui est sortie en juillet dernier. Il fait chez les 18-24 ans 0%. Enfin, et il prétend incarner la jeunesse. Et puis toute sa communication qui est complètement risible, en effet, où on le voit devant un éléphant à la fête foraine ou chez les pompiers en train de filmer son crâne en lui disant qu'il est en train de comprendre ce que sont en train de vivre les Français. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Xavier Bertrand n'est pas présidentiable. Xavier Bertrand ne sera pas élu président de la République. Parce qu'il n'est pas crédible. Parce que voilà, il est républicain. Les sondages disent inverse. Les sondages disent inverse. Il est de plus en plus en train de baisser, Éric Zemmour est de plus en plus en train de monter. Je veux dire, il est à 2-3 points quand même entre Éric Zemmour et Xavier Bertrand. Il faut arrêter avec la République sondagière. Je crois que si Xavier Bertrand a une chance, c'est qu'il va essayer d'unir un camp, avoir un programme et faire quelque chose. Après, c'est ça, la pipolisation fait qu'effectivement, si vous n'avez pas la gueule de l'emploi, ça ne sert à rien. Mais parce qu'on est dans cette hyper-présidentialisation de la 5e qui fait qu'on a atteint un cul-de-sac, on a atteint la fin de ce modèle-là. C'est des équipes qui travaille. Il faut un engagement populaire. Enfin, change l'équipe. Quand Emmanuel Macron il est élu, il est élu sur un malentendu, et après il gouverne comme s'il avait eu un plébiscite populaire. On peut pas continuer comme ça avec des élections contre plutôt que des élections pour, avec des gens qui sont capables de fédérer au sens large. Mais là ça va aussi parce que les grands partis sont malades, parce qu'ils sont effondrés sur eux-mêmes, parce que la démocratie elle doit être vivante dans les syndicats, dans les structures associatives et dans les partis. Or depuis des années les partis ne font plus ce travail-là. On voit bien, c'est devenu des écuries à égaux, et derrière on ne sait plus si on est capable de tenir la laisse ou pas, et d'arriver à ensuite avoir les médias qui vont vous faire la couve de Paris Match à la plage ou pas. C'est formidable. Il se passe quoi chez vous au Parti Socialiste, Romain Collas, comment vous voyez ça?
Je vous parlais du Parti socialiste. Oui, mais sur Xavier Bertrand, mais sur ce que vient de dire effectivement, quand la nature a horreur du vide. Bah oui. Voilà, la seule chose que montre ce sondage, qui a été commandé par les Républicains dans leur processus de départage, là, c'est qu'il y a une prime quand même à celui qu'on a le plus envie. Et Xavier Bertrand, il nous dit, il est déterminé, il ne participera pas d'une primaire, etc. Et je pense que c'est cette affaire d'élection présidentielle qui rend fou. Moi, je partage totalement ce que dit Alexis. C'est un régime qui est à bout de souffle. Il y a quand même un sujet d'envie. Je crois que c'est Chirac qui disait ça. Et là, Bertrand a la prime à celui qui en a le plus envie. Pour le PS, écoutez, nous, on avance sur les Républicains puisqu'on a été en congrès la semaine dernière. On a décidé d'un processus pour désigner notre candidat ou notre candidate. Et les militants socialistes auront à choisir le 14 octobre prochain. Donc on est dans un processus qui avance. Et puis surtout, on a adopté au congrès un projet. C'est là où je nuance le propos d'Alexis. Les partis y bossent. C'est pas forcément dans la lumière parce que c'est pas le buzz, ça fait pas la couve de Paris Match. Mais il se trouve que les socialistes, depuis 18 mois, autour notamment du député Boris Vallaud, ils ont bossé, ils ont un projet à proposer au pays. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aussi. Oui, vraisemblablement. Jérôme Ripoul, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, moi, je pense qu'il creuse l'écart, mais sans toutefois se détacher très fondamentalement de Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'en clair, il y a quelque chose qui va se jouer avec ces deux-là. Savoir qui prendra le pas sur l'autre et peut-être imaginer, et je pense que c'est ce qui se trame aujourd'hui dans leurs équipes respectives, imaginer un rapprochement. C'est-à-dire pour la première fois faire ce qu'on n'a jamais vu dans une présidentielle, penser à un ticket où on désigne à l'avance le président et son tandem à Matignon. Et peut-être effectivement, ils pourraient compenser leurs défauts respectifs et compléter leurs qualités. Mais c'est vrai que c'est pas un candidat très enthousiasmant, mais il en veut. Il fait ce qu'il faut. Il commet, Kevin a raison, des erreurs de com de débutant. Bon, sa sortie avec sa quatrième épouse, sa troisième épouse, je sais plus, c'était pas très subtil. Mais malgré tout, voilà. Et je dis à Kevin, attention, des candidats qui faisaient pas la maille et qui ont été élus président. La Ve République en comporte quand même. Donc, il faut pas jeter la candidature Bertrand aussi facilement. Non. Oui. Alors moi, ce qui me fait mal au cœur, si vous voulez, ce sont ces militants, les Républicains. On leur a dit qu'il y aurait une primaire, qu'ils pourraient choisir leur candidat, et finalement, on leur impose un candidat après un conciliabule. C'est pas fini. Que ça va vers une désignation de Xavier Bertrand, que la primaire n'aura sans doute jamais lieu. Allez, Sacha nous dit ce soir, moi je regarde le débat Zemmour-Mélenchon, et Sacha nous dit aussi que c'est pas mal qu'il y ait des personnalités qui arrivent comme Zemmour qui arrivent pour bousculer un petit peu les choses. Et c'est vrai que André Berkoff faisait le parallèle avec Donald Trump. Il y a des points de similitude entre les deux personnes, les deux personnages. Parenthèse, il y a un débat Pécresse-Darmanin par ailleurs. Ouais. Donc si le débat avec Mélenchon, Zemmour, le débat des Verts aussi chez Mediapart. Voilà, et le débat des Verts ce soir. Voilà. Allez, merci à tous. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio.